Mon invité spécial aujourd'hui s'appelle Florian Douetto. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes le CEO cofondateur en 2013 de Dataiku, licorne française, pépite de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, bienvenue sur le plateau de Smartech. En plus, vous faites un détour, je le sais, parce qu'en ce moment, vous êtes en plein dans un grand événement qui s'appelle l'Everyday AI Summit. Voilà, je vais y arriver. Oui, on voulait l'appeler l'intelligence artificielle quotidienne, mais c'était trop long. Bon, du monde pour ce rendez-vous à Paris ? Ouais, c'est un événement qu'on fait toute la semaine, et on a un millier de personnes à peu près. Et c'est un bel événement parce qu'on fait un événement. Mais c'est un roadshow parce que vous faites Paris, mais vous faites d'autres localités. Ah oui, on en fait une vingtaine dans le monde. On fait Paris, Londres, Singapour, Dallas, New York, San Francisco. Enfin, on fait les. Et quel est l'objectif ? C'est de connecter les gens surtout. En fait, à Paris, par exemple, on a fait une journée par industrie, une journée banque et assurance, une journée industrie plus lourde, une journée plus commerce. Et en fait, ça permet aux gens du métier de la donnée, du métier de l'intelligence artificielle de se rencontrer. Je pense qu'à Paris, là, dans les derniers jours, je pense que j'ai vu la majorité des décideurs et des directeurs de data et d'intelligence artificielle du CAC 40. Et en fait, ça fait une bonne occasion pour ces gens-là qui ont le même métier, en fait, de se rencontrer. Bah oui, mais ils se déplacent parce que Dataiku, donc on rappelle, éditeur de logiciels qui aide les entreprises à accélérer sur l'analyse de leurs données, à créer leurs propres agents intelligents, construire leurs outils de prédiction, d'optimisation. Mais vous vous situez comment, si je veux être un petit peu plus précise, dans le paysage de l'IA ? On est une entreprise qui permet aux autres entreprises, et souvent des grandes entreprises, à démocratiser l'intelligence artificielle dans leur sein, tout en gardant un contrôle. Il s'agit pour elles en fait de développer des agents intelligents, de développer des analyses de données avancées, de développer des modèles qui vont permettre de, par exemple, prévoir les comportements des clients. Mais tout ça avec toutes ces technologies émergentes qui n'arrêtent pas de changer, mais tout en gardant un contrôle fort et en permettant en fait plus aux métiers de comprendre comment ça marche, de le développer par eux-mêmes le plus possible et de comprendre les impacts de chacune de ces actions. Ça, vous nous réexpliquez effectivement votre métier. Moi, je voulais savoir, dans cette nouvelle géographie économique autour de l'intelligence artificielle, vous vous situez où parmi ces grands acteurs ? Parce qu'on parle beaucoup d'OpenAI, de Google, de Microsoft, d'Apple aussi. Vous vous situez où par rapport à eux ? Sur la chaîne de valeur, on se positionne comme quelque chose qui permet de connecter, d'orchestrer un peu toutes ces technologies émergentes. Parce que pour faire quelque chose d'intelligent avec de la data, il ne suffit pas d'avoir une base de données comme celle que fournissent Amazon ou Microsoft. Il ne suffit pas d'avoir des modèles intelligents comme ceux d'OpenAI, mais aussi Mistral ou Anthropic. Il faut connecter toutes ces choses-là ensemble. Il ne faut pas juste les connecter au sens d'écrire une ligne de code pour les connecter entre elles. Il faut orchestrer au niveau d'une entreprise qui a le droit d'accéder à quoi, quand est-ce que cette chose-là va s'exécuter, comment, par qui elle a été fabriquée, est-ce qu'on a effectivement qualifié tout cela avant de le passer en production et de changer le processus métier. Donc vous êtes l'intermédiaire, en fait, finalement. Ouais. L'intermédiaire, ce qui permet, en fait, c'est la plateforme dans laquelle les entreprises, en fait, conçoivent ces nouveaux process métiers. Ils vont pouvoir créer de la valeur. Mais... Alors, je voulais, je sais pas, ça m'a amusé. Dataiku, mot valise qui allie data et haïku, les poèmes courts japonais. Ça m'a amusé parce que plus récemment, on a vu la naissance du laboratoire Kyutai, voilà, qui veut dire sphère en japonais, qui a dévoilé son modèle Moshi en référence à Moshi Moshi, qui veut dire allô en japonais. Pourquoi le japonais est au centre des acteurs de l'IA ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y a peut-être cette inspiration. Je ne sais pas si c'est une fascination pour les cultures insulaires similaires à la nôtre, mais nous Français. Mais je pense que c'était. Je pense que c'est la consonance du japonais qui est très attractive pour créer des mots, mais en même temps parce qu'on peut créer des mots qui à la fois sonnent bien et ont du sens. Bon. Et je pense que quand on parle d'haïku, quelque chose qui est finalement plein de sens, tout simple, qui se reconnecte souvent à la nature, c'est intéressant comme contraposé à la data qui nous fait parfois peur, à nous tous. Alors, depuis 2016, votre siège est à New York. Pourquoi ? Ça fait en effet plus de 8 ans qu'en fait on a voulu positionner Dataiku comme étant un acteur mondial, pas juste un acteur français. L'enjeu pour Dataiku... On ne peut pas le faire depuis Paris, ça ? On peut le faire depuis Paris, mais l'enjeu, c'est en termes à la fois de financement et en termes de commercialisation,
il faut apparaître comme étant un acteur du marché mondial. Et de fait, les plus gros acteurs du logiciel sont des acteurs qui ont une présence forte aux États-Unis. Et du coup, pour ça, on a effectivement ouvert un bureau à New York et positionné la société là-bas, même si Dataiku, c'est une société qui a 20 bureaux dans le monde, et ses plus gros bureaux sont à Paris, à Londres et à New York. En fait, les sociétés modernes, de toute façon, sont distribuées et doivent opérer de partout. Ça a quand même eu un effet, puisque décembre 2019, Google est entré au capital de Dataiku. C'est Capital G, le fonds de Google, qui est entré au capital. Qui valorise la société à ce moment-là 1,4 milliard de dollars. En 2019, oui. Ouais. Ok, donc ça a été quand même un gros booster, ce voyage transatlantique. Ça nous a surtout permis en fait, de recruter les meilleurs talents. En fait, je pense que quand on va aux États-Unis, l'enjeu principal, c'est d'arriver à recruter ces talents, des talents partout, et du coup des talents américains pour pouvoir commercialiser la solution, la faire connaître, la déployer chez les clients. Est-ce que ça donne un accès privilégié d'avoir Google parmi ses soutiens financiers à justement Llama, enfin à Llama, oui, à leur développement, enfin en tout cas leur intelligence artificielle? Ça permet de créer des partenariats avec Google. Après, Llama, c'est fait par Meta. Enfin, oui, c'est ça, pardon, mais c'est pour ça que j'ai mis Llama, mais... Alors, c'est l'enjeu, c'est qu'en effet, on a 4 ou 5 sociétés entre Apple, Microsoft, Merci Google. De me corriger. Ils sont tous dans la même... Moi aussi, je fais l'erreur. Et en plus, tout a des noms en A, c'est affreux. Et donc, ils sont tous dans la même course. On a ChatGPT qui, quand même, se fait remarquer. Exactement. Et c'est OpenAI, c'est OpenAI. Et donc, ils sont tous dans la même course vers l'intelligence artificielle. Et en effet, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir les bons partenariats, les bonnes connexions, de permettre à nos clients d'intégrer le plus vite possible toutes ces technologies. Mais pas de partenariat privilégié par rapport à d'autres On est partenaire en fait avec les plus gros acteurs de la data et de l'IA actuellement. Donc ça va être en effet les 3 vendeurs de cloud, c'est-à-dire Amazon, Microsoft et Google. Ça veut dire aussi les grands acteurs de la base de données dans le cloud, c'est-à-dire Snowflake, c'est-à-dire Databricks, qui sont des sociétés peut-être moins connues du grand public, mais qui sont en forte croissance. Et parce que c'est finalement le socle d'infrastructure de la data moderne. La data, il y a 10-15 ans, pour beaucoup de gens, c'était quelque chose d'assez ancien. C'était des choses que les gens faisaient sur leur ordinateur portable. En fait, tout ça passe dans le cloud, juste parce qu'il faut. J'ai lu dans un papier canadien que c'était fini, le marché était totalement fermé sur les grands modèles de langage, parce que l'accès pour les nouveaux entrants coûtait trop cher. Finalement, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense que sur construire un nouveau modèle original, c'est probablement des coûts qui sont un peu élevés, c'est-à-dire en quelques dizaines de millions, voire centaines de millions, pour être compétitif. Et où du coup, il y a déjà beaucoup d'acteurs installés. Il y a Mistral, il y a Anthropic, il y a OpenAI, il y a Cohere, il y a Meta. Et donc, et en effet... Vous citez Mistral, donc, qui est français-européen, mais une grosse dépendance quand même américaine. Ça peut poser un problème, ça ? Je pense que l'enjeu et la compréhension, c'est de savoir quelle est la place. Et je pense qu'il y a une dépendance potentiellement sur le modèle. Je pense qu'il y a des enjeux qui sont forts sur l'infrastructure et le fait d'avoir des infrastructures de calcul puissantes en Europe pour la mise en œuvre par les entreprises européennes en toute sécurité. Et je pense que finalement, l'enjeu principal potentiellement et la chance de l'Europe, c'est entre autres ce qu'a fait Meta et le fait qu'il y a un écosystème d'open source ouvert qui soit fort sur la construction de modèles et qui garantit un accès à ces technologies. Comment vous la voyez, cette révolution de l'IA, dans justement la transformation que ça peut apporter dans les entreprises ? La transformation dans les entreprises, elle est de plusieurs ordres, parce qu'il y a une transformation dans les entreprises qui est une partie qui est assez similaire à la transformation qu'on voit nous en tant que consommateurs, utilisateurs du quotidien, qui est des chatbots, des assistants qui permettent de retrouver l'information peut-être plus rapidement, par exemple. Mais il y a aussi une transformation plus profonde, qui peut être le changement complet d'un processus métier. Des choses qui nécessitaient quelques heures, voire quelques jours de travail, et qui se transforment en quelques minutes. Et ça, c'est des bouleversements qui peuvent être profonds, parce que ça veut dire que la nature du travail va changer pour certains d'entre nous. Quand ces processus vont être mis en place, et que d'un coup, le processus de 2 semaines devient quelques minutes, il y a la nature du travail, le changement, qu'est-ce que ça veut dire qui va être un changement profond. Et sur la Gen AI, les IA génératives, vous voyez ça comme un moment un peu amusant en ce moment, ou une tendance de fond ?
Je pense que c'est une tendance de fond parce que l'IA générative, c'est amusant dans le sens que ça permet de créer des images amusantes, par exemple. Ouais. Ça, c'est très, très, très amusant. Mais c'est une tendance de fond parce que c'est un des socles qui permet cette accélération des quelques jours à quelques minutes. Parce que beaucoup du travail qui reste très manuel, intellectuel à vrai dire, mais fait par des humains, ouais. C'est du travail qui consiste à récupérer des informations dans plein de sources différentes, les lire pour comprendre quelle est l'information suivante à aller chercher, vérifier que telle et telle chose sont en cohérence, et écrire un rapport et le donner pour validation. Et potentiellement, on est en train d'imaginer des systèmes, il y a certains de nos clients qui ont fabriqué sur Dataiku des systèmes dans lesquels les premières étapes que j'ai mentionnées deviennent faites par la machine. Du coup, ça veut dire que l'humain reste juste en validation. Il y a quelqu'un qui a fait la recherche de l'état de l'art pour lui. Il y a quelqu'un qui a fait le calcul complexe des coûts pour lui, en allant chercher dans tous les documents et les descriptions, etc. Et ça, c'est un changement complet du travail, en fait. Ouais. Et donc ça, c'est un saut technologique évident. Vous voyez le prochain saut arriver ? Il y a Avant de parler de saut, je pense que c'est un saut. Je pense que dans l'approche actuelle ou dans la perception par les entreprises et même par nous tous de l'IA, on a toute cette idée de alors est-ce que la Gen AI ça va être un flop parce qu'en fait ça marche pas vraiment, etc. Je pense qu'en fait, c'est-à-dire qu'on s'est tellement emballé que c'est normal qu'on soit un petit peu déçu finalement des résultats aujourd'hui. Oui, mais je pense que dans les quelques petit nombre d'années à venir, en fait, il y avait cette découverte, c'est quoi les cas d'usage qui marchent, comment on le met en œuvre dans les entreprises, les premières frictions associées à ces mises en œuvre, etc. Et très vite, en fait, la question pour plein d'entreprises, ça va être presque la situation inverse. Il va commencer à avoir tellement de nouveaux processus avec des agents qui vont remplacer nos applications d'entreprise traditionnelles par des nouvelles choses qui vont apparaître, qu'il y aura une question de comment on fait pour gérer tout ce désordre. Parce que maintenant, il y a plein d'agents qui, au lieu de parler de manière très structurée par des API très prédictibles, échangent avec du texte, tout ça est probabiliste. Comment est-ce qu'on gère ce désordre potentiellement et ces nouveaux risques? Et en fait, il y aura presque cette peur de l'IA. Ces agents qui vont travailler même entre eux. Qui vont travailler entre eux, ouais. Et puis nous parler. Oh là là. Donc, et c'est ça les enjeux. C'est comment on gère du point de vue d'une entreprise ce nouveau parc d'intelligence. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous en attendez quelque chose d'ailleurs du grand sommet de l'intelligence artificielle qui va se tenir à Paris en février, qui est une initiative du gouvernement? Je pense que ça peut... En tout cas du président. Je pense qu'il y a deux aspects. Je pense que ça peut être une occasion pour la France de se remettre au centre finalement de cet échiquier IA en mettant et en explicitant finalement la capacité française d'avoir de l'ingénierie de pointe qui étonne en fait. Aux États-Unis, à chaque fois que je parle à un Américain, on me dit mais en fait il y a des startups en France. Oui, et en fait vous avez des ingénieurs qui font dire ouais. Et oui, en effet. Et il y a d'abord ça et repositionner ça. Je pense qu'il y a créé et je pense qu'une deuxième chose, c'est clarifier et expliquer quelle peut être la position européenne qui reste dans l'action par rapport à l'IA. Et qui fait cette synthèse avec cette logique de... dans l'action versus réglementation. Versus la réglementation. C'est-à-dire expliquer comment la réglementation européenne, en fait, s'inscrit dans l'action. Parce que pour l'instant, du point de vue externe ou même interne en Europe, il y a une forme de peur ou que la réglementation empêche, finalement, à la fois les entreprises finales d'adopter l'IA, les entreprises qui sont dans l'innovation, de la mettre en œuvre ou de créer des nouvelles choses. Je ne vous ai pas vu, je crois, dans les signataires de la lettre ouverte qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, justement pour alerter sur le risque de la réglementation sur la croissance des entreprises dans le domaine de l'IA. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la réglementation pose un problème pour grandir en Europe? Je pense que le risque principal de cette réglementation est... c'est un problème très européen, c'est un problème d'opérationnalisation. C'est-à-dire qu'on a des principes de réglementation qui sont peut-être a priori justes, il y a des idées là-dedans qui sont pertinentes. Potentiellement aux États-Unis, il y aura les mêmes idées qui vont être mises en œuvre au niveau de certains États, comme par exemple en Californie. Mais l'enjeu principal pour l'Europe, c'est d'avoir une clarté dans la mise en œuvre et une uniformité. Parce que le principal problème des entrepreneurs, c'est pas forcément la réglementation, c'est l'incertitude associée à la réglementation. Oui. C'est le fait de ne pas avoir un cadre de travail dans lequel on peut se projeter sur 5 ou 10 ans. Parce qu'un entrepreneur, les startups ou les entrepreneurs, ils ont souvent 15 ou 20 ans avant de trouver le fruit de leur travail. C'est-à-dire que l'entreprise met vraiment beaucoup de temps à grandir. Alors que si le temps politique est de 5 ans et que ça change tous les ans, alors que l'entrepreneuriat est sur 15 ans, en fait, c'est là où il y a une friction et un conflit. En fait.
Et donc, avoir cette clarté de vision sur qu'est-ce que, effectivement, très précisément, dans le détail, qu'est-ce qui sera permis ou pas permis en Europe dans les 5 années à venir, serait très intéressant. Et vous attendez quelque chose en particulier de la nouvelle secrétaire d'État à l'IA et au numérique? C'est quand même, c'est la première fois qu'on voit l'IA rentrer dans un gouvernement. Je pense qu'elle peut porter cette voix. Je pense que autant les enjeux à la fois du numérique et de la French Tech dans les 10 ou 15 dernières années, c'était de faire exister l'idée de start-up française. Autant l'idée dans les 5 ou 10 prochaines années, c'est de expliciter comment la France prend le tournant de l'IA. Allez, on passe à l'interview express. On va essayer d'être donc un petit peu plus... En tout cas, moi, je serais très binaire. Je vous laisse répondre. Oui ou non, il y a une French Touch dans l'IA? Oui. Vrai ou faux, le marché est déjà totalement fermé aux nouveaux entrants pour les grands modèles de langage? Oui. J'y crois ou j'y crois pas à l'adoption de l'IA en entreprise sans casse sur les emplois? Non. C'est mieux ou moins bien d'avoir l'AI Act en Europe? C'est mieux. J'aime ou j'aime pas la lettre ouverte publiée le 19 septembre qui dit « Avec une réglementation fragmentée, l'UE prend le risque de passer à côté de l'ère de l'IA ». Oui. Rêve ou cauchemar, l'intelligence artificielle générale, capable donc de se contrôler elle-même, d'effectuer n'importe quelle tâche, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que ça vous fait rêver? Ça me fait rêver depuis que j'ai 6 ans. Et pour ou contre la rémunération des contenus qui servent à entraîner les IA? D'ailleurs, ce sera le sujet d'une chronique juste à suivre après votre interview. Pour une clarification. Parce que je pense que le droit de la propriété intellectuelle n'est plus du tout compris maintenant, du coup. D'accord, donc il faut l'adapter. Il faut l'adapter. Est-ce que vous avez une idée fixe? La démocratisation de l'IA. Donner le pouvoir aux gens pour qu'ils puissent contrôler ces technologies quand elles sont mises en œuvre. Merci beaucoup, Florian Douetto, d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes le CEO, cofondateur de Dataiku. Et à suivre, donc je vous l'ai annoncé, juste après votre interview, on va parler justement de rémunération de tous ces contenus qui servent à entraîner les intelligences artificielles. Fantastique, merci.